Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Et aujourd'hui, cette devise prend tout son sens parce que je vais poursuivre ma série Ces jeux qui m'ont fait pour vous parler du jeu de rôle qui a eu le plus d'influence sur ma manière de jouer et de maîtriser aujourd'hui. J'irais même jusqu'à dire que ce jeu est véritablement au fondement de ma devise, la devise de cette chaîne, vivre et faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Je pense qu'en grande partie, je la dois à ce jeu qui est Vampire. Alors, je vous ai peut-être un petit peu sournoisement induit en erreur par la vignette que j'ai choisie, qui représente donc le jeu Vampire la Mascarade, parce que si ce jeu est effectivement le point de départ, ce n'est pas le jeu Vampire auquel j'ai le plus joué, et ce n'est donc pas celui qui a eu la plus profonde influence sur moi. En réalité, celui que j'ai préféré et auquel j'ai joué de nombreuses années, c'est Vampire Requiem, que voici, je vous le montre. Et ce jeu Vampire est sorti en 2004, c'était le premier jeu dans l'univers du Nouveau Monde des Ténèbres. Je crois que ça s'appelait ça, The New World of Darkness. Et après j'ai joué à d'autres itérations, d'autres jeux de cet univers, que j'ai préféré vraiment à celui des origines, pour plein de raisons, même s'il n'a pas eu autant de succès que son ancestral prédécesseur. Alors, ce jeu-là, Mascarade et Requiem, je pense que je vais parler des deux quand même, les deux ont une profonde influence sur moi, c'est vraiment le jeu, l'univers qui a eu le plus d'influence sur ma manière de maîtriser, d'envisager le jeu de rôle, à bien des égards, et c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui. Alors, on va commencer par ma devise, le personnel et le viscéral. Normalement, si vous connaissez un petit peu ma chaîne, vous commencez à comprendre ce que ça signifie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette devise. Et lorsque j'ai lu le jeu de rôle Vampire la Mascarade, parce que j'ai quand même commencé par celui-ci, je l'ai acheté en boutique un peu par hasard. En réalité, je l'ai racheté à un de mes camarades qui avait acheté le manuel du conteur parce qu'il pensait que c'était les livres de base, et en fait ça ne l'était pas, donc je lui ai racheté, je me suis rendu compte que c'était pas le livre de base, et je suis allé l'échanger au magasin, parce que le boutiquier était très sympathique. Bref, c'était pour la petite histoire. Et rien qu'à la lecture, ma perception du jeu de rôle, j'étais assez jeune, j'étais au collège quand même, je pense que ça faisait 2 ans que je faisais du jeu de rôle avec les règles de JRTM, et même un petit peu de Cthulhu, d'ailleurs c'est venu après l'appel de Cthulhu, il faut le savoir, et avant Warhammer, voilà, pour la chronologie. Et rien qu'à la lecture, j'ai découvert une autre manière d'envisager le jeu de rôle, plus narrative, plus axée sur l'histoire. Déjà avec deux termes qui m'ont vraiment, qui ont résonné chez moi. Tout d'abord, le maître du jeu s'appelait là le conteur. Donc moi qui aime les histoires, ça résonnait tout de suite, j'aimais cette approche. Mais plus encore, il y avait le terme chronique pour désigner les campagnes. Et au début, j'avais même pas réellement compris ce que ça signifiait. Mais ce mot-là, il y a des mots comme ça qui résonnent, que j'aime, le terme chronique, ça résonnait parfaitement avec le monde vampirique. Il y avait quelque chose de les chroniques de vampires. Ça m'a vraiment plongé tout de suite en immersion. Un simple mot comme ça, plus le terme conteur pour le maître du jeu, déjà ça annonçait la couleur. D'ailleurs, en parlant de couleur, je trouvais la couverture verte, marbrée, magnifique avec cette rose au premier plan. C'était très très évocateur pour moi, il y avait vraiment un côté très, très vampirique, très feutré, que j'adorais d'emblée. Donc, ce vocabulaire associé à cette couverture, déjà, j'étais happé par l'esthétique de l'univers. Et puis, il y a tous les concepts qui sont abordés. Souvent en théorie, donc, dans le jeu de rôle, dans le livre, puisque en réalité, malheureusement, je l'ai souvent entendu, en pratique, ça n'était pas toujours le cas. Mais commençons par l'un des concepts qui était très fort dans ce jeu, c'est la notion de l'humanité, avec un grand H, donc cette jauge d'humanité qu'ont les vampires, et qui va se dégrader au fur et à mesure des années de vampirisme. Ils vont perdre peu à peu leur humanité au profit de la bête intérieure, cette férocité personnifiée que tous les vampires ont et qui va prendre le pas sur l'humain pour le personnage. Donc il y a cette lutte perpétuelle intérieure. Ce concept était vraiment extraordinaire lorsque je l'ai découvert, parce que ça montrait que le jeu de rôle ne mettait pas que en scène les éléments de surface. Il y avait aussi, ça mettait en scène l'introspection des personnages, ce qui se passait à l'intérieur de la psyché des personnages. Et ça, pour le collégien que j'étais, c'était quand même assez nouveau,
Peut-être que je l'avais quand même déjà envisagé parce que je lisais déjà beaucoup et donc en littérature, on a quand même largement cet aspect. Mais je vais même vous dire que la lecture de ce jeu de rôle a vraiment mis en lumière cet aspect-là, m'a permis de l'identifier, y compris en littérature. Ça m'a permis de voir que c'était un concept. Et donc, le fait que je puisse également le retranscrire en jeu de rôle. Et ça, c'était phénoménal. Donc, par rapport au personnel et viscéral, surtout au personnel, là, il n'y a rien de plus personnel que ce qui se passe dans votre moi intérieur, ou dans celui du personnage. Donc l'idée m'a complètement passionné, en plus, ça évoquait aussi un peu le portrait de Dorian Gray, que j'avais commencé à lire quelques années auparavant, et que je n'avais pas fini. Hein. D'ailleurs, à l'époque, étant trop jeune, j'avais du mal à avancer dans ce livre, c'était peut-être un peu trop dur, ou trop ennuyeux pour l'enfant que j'étais. Pour tout vous dire, je l'ai fini récemment, je l'ai relu récemment. Mais néanmoins, j'adorais le concept, et j'ai un peu digressé, mais c'est pas grave, l'humanité transforme aussi le personnage. La perte de l'humanité va transformer, avilir les traits du personnage, et ça m'avait vraiment évoqué le portrait de Dorian Gray qui s'avilit physiquement, en tout cas son portrait, à mesure que lui-même se détériore dans sa moralité. Et donc il y avait cet aspect-là qui m'a beaucoup intéressé dans Vampire. Il y avait une sorte de symbolique d'esthétisme dans la perte de l'humanité, au-delà de ce que cela impliquait sur les règles, plus de risques de frénésie, etc. etc. Donc voilà, ça c'est un aspect très important que j'ai gardé jusqu'à présent. Je passe beaucoup de temps dans la tête des personnages. J'aime d'ailleurs les histoires au sein desquelles on passe du temps dans la tête des personnages pour voir comment ils évoluent, quelles sont leurs luttes intérieures. Et je pense qu'en partie, en tout cas dans le jeu de rôle, je le dois à ce concept magnifique dans Vampire la Mascarade. Et puis, le personnel et le viscéral, c'est autre chose. C'est aussi toutes les relations qu'il va y avoir entre les personnages, donc pas seulement ce qui se passe à l'intérieur. Et à la lecture de Vampire Mascarade, il y avait ce concept de faveur, de vendetta personnelle entre les vampires. Et j'ai tout de suite apprécié ce lien qui pouvait exister entre vampire et vendetta personnelle. Je ne sais pas pourquoi, ça résonnait beaucoup avec moi, alors que ma référence c'était plutôt Dracula, qui n'a pas vraiment ce concept de vendetta personnelle entre êtres vampiriques, hein, c'est pas du tout l'idée. Et ben ça résonnait chez moi, vendetta personnelle, et donc forcément, ça me plaît, et aujourd'hui, quand je parle du personnel et viscéral, j'implique le fait que, avant tout, les luttes, les frictions qui vont exister, au-delà même d'être entre des factions, vont être entre des personnes. C'est ce qui crée le personnel et viscéral et ses émotions extrêmement fortes. Et ça, Vampire l'a conceptualisé, en expliquant vraiment qu'il y avait des échanges de faveurs entre vampires et des vengeances brutales, et en plus, ces vengeances étaient soumises à une sorte de catalyseur qui était la bête intérieure. Justement, tout était lié, tout était plus intense du fait de cette dégradation de l'humanité. Il y avait d'ailleurs des luttes personnelles entre les moins humains et les plus humains, entre les vampires. Enfin bref, c'était une sorte de miasme personnel et viscéral qui avait un attrait très profond sur moi, ne serait-ce qu'encore une fois à la lecture. J'en suis toujours simplement à la lecture. Ça a vraiment changé ma perception, rien qu'en le lisant, plus même qu'en jouant à ce stade-là en tout cas. Et puis, le personnel et le viscéral, je le dis souvent, ça implique une approche très narrative, une conception du jeu de rôle qui va être de construire une histoire avec une avancée. Et le jeu Vampire Mascarade avait introduit chez moi le concept de prologue. C'est-à-dire que le personnage allait certes commencer, de base c'était comme ça, il allait commencer en tant que vampire, mais chaque personnage, chaque joueur allait jouer son prologue qui allait le mener à l'étreinte, c'est-à-dire le moment où il allait devenir un vampire finalement. Et donc on jouait une première partie qui s'appelait prologue, qui était moins longue qu'une session en général, qui était un peu la petite histoire qui allait mener à son vampirisme. On la jouait, elle n'était pas seulement écrite comme un simple background de personnage. Et ça, même si à l'époque, je vous avoue que je ne l'ai pas formalisé comme le système de flashback que j'utilise souvent maintenant, c'est vrai que rétrospectivement, en regardant, ça ressemblait un petit peu. L'idée de jouer une scène, ou plutôt une séquence de son passé, plutôt que de simplement l'avoir écrite, ça permet de l'ancrer dans la réalité du personnage et du joueur. Ça crée de vrais souvenirs, et ça va créer quelque chose de beaucoup plus intime. Ça va connecter le joueur à l'étreinte de son personnage. Étreinte qui est censée être un événement clé dans la non-vie d'un vampire, ou la vie qui s'éteint du mortel, en l'occurrence, celui qui l'a subi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai gardé en tête, que j'avais beaucoup apprécié, même si
il est vrai que les prologues dans Vampire pouvaient après se ressembler, et j'avais même étendu le concept finalement à dire que le prologue, ça serait une séquence et tout un pan même de la campagne qu'on pourrait jouer, parce qu'on pouvait l'étendre et ne pas en faire simplement qu'une séquence. Bref, mais ça m'avait beaucoup inspiré en tous les cas. Et puis, comme je le disais, cette approche narrative d'une histoire était vraiment présente dans les écrits de ce jeu de rôle. Ça invitait vraiment à la création d'une histoire qui allait se dérouler. Et c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, vous le savez, en tout cas certains d'entre vous, j'oppose parfois l'approche narrative du jeu de rôle à l'extrême de ce qu'on pourrait appeler le bac à sable. Pourtant, moi-même, je préfère les campagnes ouvertes, les campagnes narratives ouvertes, telles que je les appelle. J'ai une vidéo là-dessus, je vous invite à aller regarder. Et je trouve que Vampire a justement parfaitement marié les deux. C'est-à-dire qu'il y a une approche résolument narrative d'une histoire, et pourtant, Vampire, dans la manière dont c'est construit, va vous proposer de créer des cadres au sein desquels on va pouvoir évoluer librement, donc dans une approche quelque peu bac à sable, et c'est ce qui me permet de faire la transition vers le second aspect que m'a apporté Vampire, la Mascarade, puis ensuite, plus résolument Vampire Requiem, c'est la notion de création d'univers, de création d'une zone dans le jeu de rôle à l'intérieur de laquelle on va évoluer. Jusque-là, jusqu'à lecture de Vampire la Mascarade, j'envisageais quand même le jeu de rôle d'une manière, je ne sais pas si on peut dire assez linéaire, mais de progression classique, de déplacement d'un point A à un point B où il pourrait se passer des choses. Même dans l'appel de Cthulhu, c'était des enquêtes, c'était une sorte de déroulement linéaire de l'histoire, approche narrative, mais sans cette idée d'une zone à l'intérieur de laquelle on allait évoluer durablement et qui allait pouvoir être source d'histoire. Et Vampire la Mascarade, vraiment, vous donne le goût pour déjà les castings étendus, c'est-à-dire on peut avoir beaucoup de personnages, et pour cause, les vampires vivent dans un monde cloisonné. Ils vivent, en général, ils se cantonnent à une seule et même ville. Les sorties sont extrêmement risquées, on le dit d'ailleurs, il y a les loups-garous à l'extérieur, comme ils ne peuvent pas marcher à la lumière du soleil, les déplacements sont très risqués. Donc ils sont cantonnés à une zone, une zone, une ville, et il va donc falloir densifier cette zone, créer des sources d'histoire partout pour justifier le fait qu'on puisse jouer longtemps dans un cadre finalement assez cloisonné. Et c'est là que l'idée de campagne de zone a un peu émergé chez moi, parce que Vampire explique très bien comment le faire, donne les outils pour le faire. Il y a une société vampirique, ça décrit donc des factions, des rôles aussi dans la société vampirique, souvent très archaïques, avec le shérif, le prince, tout ça structure une société, va donner des idées donc pour créer des PNJ, puisqu'il faut un prince, il faut un shérif, on a quand même une base et on essaie déjà de tous les créer, puis ceux-là vont avoir des enfants, c'est-à-dire ceux dont ils ont fait des vampires, qui eux-mêmes auront les leurs, et donc il y a une sorte de logique qui permet facilement de créer un casting étendu de personnages non joueurs pour peupler une zone et la rendre intéressante. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas envisagé à l'époque quand j'ai découvert le jeu à cette lecture. Et puis ça me mène à un autre point que j'ai un peu plus identifié tardivement dans ma vie, mais le fait que la ville à l'intérieur de laquelle on va faire jouer les joueurs devient presque un personnage à part entière. Elle va avoir ses thématiques, elle va avoir son esthétique, les ressentis, ses symboles. Et donc la ville devient un peu, elle est personnifiée d'une certaine manière, et j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. J'aime beaucoup cet aspect. Je parle souvent du livre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, au sein duquel Notre-Dame et même Paris elle-même sont personnifiés. Et donc ça se retranscrit en fait par tous les pores des lignes que l'on lit. Et je pense que ça peut être la même chose dans une partie de jeu de rôle cloisonnée au sein d'une ville. J'avais d'ailleurs gardé cet esprit pour ma campagne Au nom des pères, qui se déroule principalement dans une seule grande ville, Carnandras, que j'ai essayé de personnifier par certaines descriptions. Et ça, cette idée-là, en plus de la littérature bien sûr dont je viens de parler, je pense que ce goût-là m'a été donné initialement, il y a bien longtemps, par Vampire, qui permettait de le mettre en place assez facilement par tous les outils qui étaient donnés. Et puis donc, par extension, ça impliquait de pouvoir se déplacer assez librement dans cet environnement. Et donc,
Vampire m'a permis d'envisager le jeu de rôle comme une sorte de jeu ouvert, autrement que comme une succession d'étapes linéaires. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir un peu mon champ des possibles avec plusieurs personnages, et on peut aller leur parler librement, il n'y a pas d'ordre prédéfini, il n'y a pas forcément une séquence d'action. Et donc ça, c'était vraiment très intéressant. J'ai gardé ça hein, jusqu'à maintenant. Alors évidemment, comme je le disais, je l'ai surtout vécu à travers Vampire Requiem, même si c'est la lecture de Vampire la Mascarade qui m'a ouvert à ces possibilités, puis je l'ai ensuite mis en pratique et testé beaucoup plus avec Vampire Requiem. Je pense que je l'aborderai dans une 4e partie de cette vidéo un peu improvisée, vous expliquer un peu pourquoi j'ai préféré Requiem à Mascarade dans la pratique. J'y reviendrai, je viens d'avoir cette idée, donc pardonnez-moi si ça déstructure un petit peu le tout. En tout cas, le fait d'avoir un casting important, ça m'a donné le goût, d'avoir une zone cloisonnée, mais à l'intérieur de laquelle on va pouvoir vaquer librement, ça permet aussi, et ça nécessite d'ailleurs pour que ce soit intéressant, de mettre en place des toiles de fond, des intrigues, des secrets, de la politique, puisque le jeu Vampire est éminemment politique, et donc ça aussi, je pense que ça m'a attiré. Alors est-ce que ça m'a donné le goût pour la politique, ou les enjeux politiques dans les histoires, parce que le côté vampirique m'a facilité l'accès à ce concept de politique, ou est-ce que j'aimais déjà, et que donc un jeu qui me le propose me permettait d'assouvir un petit peu ces plaisirs coupables? Je ne sais pas, je ne sais plus trop lequel est la poule, lequel est l'œuf, je vous avoue, mais en tout cas ça se mariait très bien. Et ça me permet donc d'aborder le 3e point, la 3e grande influence de ce jeu sur ma vie rôlistique, c'est vraiment toutes ces intrigues à tiroir et ce jeu politique. Donc ça m'a sorti du simple aspect aventure de JRTM ou de l'aspect enquête de Cthulhu, et ça a ouvert encore un champ des possibles avec vraiment l'accent mis sur les relations entre personnages, les secrets, les enjeux politiques, l'envie de tisser une toile de fond. J'avais d'ailleurs été beaucoup aidé lors d'une recherche sur un vieux site qui est la Scénariothèque. Un des contributeurs avait créé une ville, justement un univers, et je m'étais vraiment inspiré de sa structure initialement pour construire ce monde-là avec différents personnages, différentes factions qu'il décrivait, et il décrivait les enjeux des factions, qu'est-ce que ces factions voulaient, et les personnages au sein des factions, qu'est-ce qu'ils voulaient eux personnellement, et quelles étaient leurs connexions. Enfin bref, toute une toile à mettre en place, et je pense que la toile de fond dont je parle beaucoup dans mes vidéos, c'est un concept qui me vient, peut-être indirectement sans que je m'en rende compte, de Vampire. C'est en tout cas à partir de ce jeu que j'ai commencé à construire des toiles de fond pour que les joueurs aient justement des secrets à découvrir, qu'ils aient une envie de découvrir, et que l'univers finalement s'élargisse toujours à mesure qu'on découvre des secrets, et que leur découverte complexifie les situations de relations, de politique. C'est ça qui rend les choses complexes et plus intéressantes, bien sûr. Encore aujourd'hui, je maîtrise très largement de cette manière. Et je refais référence à nouveau à ma campagne Au nom des pères. C'est une campagne qui est très vampire dans le style d'une certaine manière, puisque comme je le disais, c'est cloisonné principalement au sein d'une grande ville. Il y a des factions, il y a des aspirations personnelles des personnages, des trahisons, toutes sortes de forces vives qui vont faire vivre l'univers et le rendre un petit peu dynamique. Ma première grande campagne chronique, pour reprendre le vocabulaire vampire, je l'ai lancée par forum, ça s'appelait London 1888 by Night. Alors oui, j'ai dit le 1888 en français, c'est comme ça que j'avais appelé le forum, ça se passait à l'époque victorienne, et ça a été une campagne qui a duré 5 ans, je crois. C'était formidable, et c'est vraiment la campagne, la chronique, qui a solidifié mon style de maîtrise dans le jeu de rôle. À partir de là, tout a évolué, tout s'est approfondi dans ce même sens du personnel et viscéral. Ça a vraiment constitué une sorte de profond changement, de basculement dans ce que j'aimais, et c'était donc la première mise en pratique à travers cette chronique-là. Je vais aborder donc une dernière partie qui n'était pas vraiment prévue pour vous expliquer pourquoi j'ai quand même préféré Vampire Requiem à Vampire la Mascarade, même si tout ce que je viens de vous dire m'a été donné aussi par Vampire la Mascarade, parce que
c'est à simple lecture, finalement. Malheureusement, Vampire Masquerade, surtout si on ajoutait tous les suppléments, ça devenait très vite un zoo impersonnel, et on jouait plus des super-héros que des vampires, en tout cas à partir de ce que j'ai entendu, à partir de la 3e édition, il paraît que la première n'était pas comme ça. Et finalement, on perdait la substantifique moelle de ce qui m'avait passionné à la lecture de Vampire Masquerade. Il y avait des factions dans tous les sens, elles étaient toutes assez caricaturées. Il y avait aussi quelque chose d'assez binaire, parce qu'il y avait le sabbat contre la Camarilla, qui finalement simplifiait un petit peu ces enjeux de faction, alors que Vampire Requiem avait une tonalité, déjà esthétiquement un petit peu plus Anne Rice, un peu plus romantique, un peu plus gothique, avec des vampires peut-être moins nombreux, donc ça donnait un peu une impression, un peu moins une impression de zoo. Il y avait des factions aussi qui avaient un peu plus de personnalité, elles étaient plus nombreuses, elles avaient une réelle vision du monde, plutôt que simplement les fous du sabbat et les manipulateurs de la Camarilla. Il y avait quelque chose d'un peu plus subtil, une offre un peu plus variée, qui permettait des intrigues plus complexes. Et puis cette absence aussi de métaplot. C'est-à-dire que dans Vampire Masquerade, on a l'impression que les deux grandes sectes, Camarilla et Sabbat, ça va même au-delà des villes cloisonnées, et il y a vraiment une influence, un métaplot qui se déchaîne au niveau mondial. J'exagère à peine. Et donc finalement, on perdait cette notion de cloisonnement, de claustrophobie au sein des villes, alors que Vampire Requiem a une proposition différente, où vraiment l'organisation des villes va être très différente d'une ville à l'autre, et n'est pas forcément influencée par des méta-influences, justement. Chaque ville est son propre petit monde, et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment passionnant. C'est l'une des différences parmi les différences qui m'ont fait préférer Vampire Requiem, et donc j'ai finalement mis en pratique avec Vampire Requiem ce que j'avais adoré lors de la lecture théorique de Vampire Masquerade. Voilà, écoutez, je vous ai raconté l'histoire de ce jeu qui est vraiment formidable par bien des aspects, moins par d'autres. Hein. J'ai fini par détester les règles de Vampire la Mascarade, et même celles de Vampire Requiem, qui pourtant étaient une amélioration, qui réduisait le nombre de jets de dés. C'était clairement une simplification des règles beaucoup plus intéressante, mais sincèrement, je ne pourrais pas revenir à ces règles-là, qui à mon avis ne servent pas forcément le propos de ce jeu et de cet univers formidable, que je n'ai pas fini d'explorer dans cette série, parce que, je vous fais un petit teaser, le Vampire Requiem a accouché de suppléments qui sont incroyables, qui constituent des outils formidables pour les maîtres du jeu qui veulent appréhender ce style-là, notamment Damnation City, qui est un supplément qui n'existe, je pense, qu'en anglais, Cité de la damnation, je ne sais pas vraiment comment on peut le traduire, que je possède, et qui a ajouté une nouvelle couche de compréhension à ce style d'envisager ce style de maîtrise, cette manière d'envisager le jeu de rôle, et je pense que je dédierai, quand j'en aurai envie, une vidéo entière à ce supplément de la gamme Vampire Requiem. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré peut-être. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, poursuivez la discussion avec nous sur le Discord, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!